Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier soir, à l'Assemblée nationale, le gouvernement du président Emmanuel Macron a échappé de justesse à une motion de censure. Cette dernière fait suite au contournement de la Chambre basse par l'exécutif au moyen de l'article 49.3 ayant fait adopter de manière forcée la réforme des retraites. Hier, le gouvernement de Macron a réchappé de justesse à la motion de censure transpartisane portée par le groupe Lyot. 278 députés ont voté en faveur de la motion de censure tripartite, soit 9 de moins que les 287 nécessaires pour qu'elle soit adoptée. Cette motion de censure n'a pas été votée, certes, mais à 9 petites voix. C'est beaucoup moins que ce qui avait été envisagé dans les différents comptages faits par les analystes politiques ou par les journalistes. Donc ça veut donc dire que même si mathématiquement le résultat, ils peuvent s'en réjouir, politiquement ils ne peuvent pas s'en réjouir. La deuxième motion de censure, déposée par le Rassemblement national, a également échoué, n'ayant recueilli que 94 voix. Marine Le Pen a déclaré que Borne devait démissionner et que Macron devait organiser un référendum sur la réforme, mais qu'il était peu probable qu'il le fasse. Aucune des deux motions de censure déposées n'ayant été adoptée, le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié par l'amendement déposé par le gouvernement, est considéré comme adopté. Les observateurs estiment que l'incapacité de Macron à trouver un soutien suffisant au Parlement sur les retraites a déjà sapé son programme réformiste et affaibli son leadership. Il n'aura donc manqué que 9 voix à cette motion de censure pour faire tomber à la fois ce gouvernement et sa réforme. 9 voix avec un gouvernement qui est d'ores et déjà mort aux yeux des Français, qui n'a plus aucune légitimité et évidemment une première ministre qui n'a ni légitimité ni pouvoir pour pouvoir continuer son action et qui doit évidemment démissionner en emportant sa réforme avec elle. Les partis d'opposition contesteront également le projet de loi devant le Conseil constitutionnel, qui pourrait décider de l'annuler en tout ou en partie s'il estime qu'il est contraire à la Constitution. En outre, les syndicats et les manifestants ont promis de poursuivre les grèves et les manifestations contre la réforme des retraites. Une 9e journée nationale de grève et de manifestation est prévue pour jeudi. Et la banque suisse UBS a racheté son ancien rival Crédit Suisse dans le cadre d'un rachat d'urgence. L'effondrement de Crédit Suisse et les récentes turbulences dans le secteur bancaire ont mis le marché à cran, craignant une répétition du krach financier de 2008. Malcolm Hudson de NTD s'est entretenu avec un consultant financier qui affirme que les banques centrales veulent prendre de l'avance pour éviter une catastrophe. Le Crédit Suisse était considéré comme l'une des 30 banques les plus importantes au monde. Mais avec le déclin récent de la banque, elle va être rachetée par son ancienne rivale UBS dans le cadre d'une opération de sauvetage. Pour accélérer la vente, le gouvernement suisse envisage de modifier la législation afin d'éviter un vote des actionnaires sur l'acquisition. Patrick Reed, cofondateur d'une société de conseil en matière de change, estime que l'alternative aurait été catastrophique. Pour être honnête, il n'y avait pas d'autre solution. Si on les laissait échouer, les conséquences auraient été catastrophiques, non seulement pour le secteur bancaire suisse, mais aussi pour d'autres pays. N'oublions pas que nous vivons dans une économie mondialisée et que toutes les banques sont interconnectées. UBS rachètera Crédit Suisse pour environ 3 milliards d'euros. L'opération est présentée comme une solution commerciale plutôt qu'un sauvetage. Mais certains craignent que l'effondrement de Crédit Suisse ne s'étende à d'autres banques. 2 banques de taille moyenne ont déjà fait faillite aux États-Unis. Il est à craindre que la crise ne se répète comme en 2008. Selon Reed, les grandes banques du monde entier se serrent la ceinture et ne font pas d'investissements risqués. Le problème, c'est qu'en cas de crise, on ne sait pas où se trouve exactement ce qui provoque l'avalanche. Et vous avez vu cette action lors de l'annonce hier. Les banques centrales du monde entier sont vraiment désespérées et veulent prendre de l'avance au cas où il serait préférable de le faire plutôt que d'être en retard sur la courbe et d'essayer de réparer les dégâts après coup. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. La succursale britannique de Crédit Suisse, qui emploie environ 5500 personnes, devrait subir quelques suppressions d'emplois, en particulier dans le domaine des investissements à haut risque.
Face à ces turbulences, la Banque d'Angleterre a déclaré que le système bancaire britannique était sûr et solide. Selon Reid, il n'y aura pas d'effet direct sur le système bancaire britannique pour l'instant, mais les banques centrales sont dans une situation difficile. Je dirais que la Banque d'Angleterre se trouve dans une situation très difficile. Elle veut lutter contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, mais elle reconnaît, comme l'a fait la BCE la semaine dernière, qu'elle ne veut pas resserrer ces conditions trop rapidement parce qu'ils ne veulent pas être vraiment pris au dépourvu et tuer le patient. Ce sera donc une période très difficile pour toutes les banques centrales, y compris la Banque d'Angleterre. Reid a déclaré que le marché digère lentement les effets des récentes turbulences bancaires. Les actions des banques et les obligations du Trésor ont perdu de leur valeur. En outre, Reid indique qu'il existe des points d'interrogation concernant les petites banques et même certaines grandes banques qui ont connu des problèmes, comme le Crédit Suisse. Cela signifie que cette année pourrait apporter beaucoup de volatilité. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres. Une nouvelle étude indique que près de 200 banques supplémentaires risquent de s'effondrer de la même manière que la Silicon Valley Bank. En attendant, la sénatrice Elizabeth Warren demande une enquête indépendante sur les récentes faillites de la Silicon Valley Bank ainsi qu'une réglementation plus stricte. Daniel Monaghan de NTD nous en dit plus. Des chercheurs du Social Science Research Network ont lancé un avertissement sévère aux banques américaines. Ils affirment que plus de 180 banques à travers le pays pourraient s'effondrer, et ce si la moitié de leurs déposants non assurés respectifs retirent leurs fonds. Contrairement aux déposants assurés, les déposants non assurés risquent de perdre une partie de leurs dépôts en cas de faillite de la banque. Cela les inciterait potentiellement à fuir. Selon l'étude, la baisse récente de la valeur des actifs bancaires a considérablement accru la fragilité du système bancaire américain face à de tels retraits de déposants non assurés. Entre-temps, la sénatrice américaine Elizabeth Warren milite en faveur d'une réglementation bancaire plus stricte. Voici la déclaration de Warren sur ABC. Ces grandes banques, qui brassent des milliards de dollars, ont accumulé les risques. Elles ont augmenté leurs profits à court terme, elles se sont octroyées d'énormes primes et de gros salaires et elles ont fait exploser leurs banques. Selon Warren, l'approche consistant à intervenir lorsque ces banques géantes sont en difficulté devrait être modifiée. Et elle a exprimé une autre préoccupation. Mais il y a beaucoup de gens qui estiment que si elles ont été si peu réglementées pendant si longtemps, il est important de regarder sous le capot. Warren a déploré la réduction de la réglementation par les deux parties sous l'administration Trump. Selon elle, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a passé au lance-flamme les mesures de protection. La sénatrice démocrate a envoyé une lettre aux inspecteurs généraux du département du Trésor américain et de la Réserve fédérale dimanche. Elle demande instamment aux régulateurs d'examiner la gestion et la surveillance récente des banques qui se sont effondrées. Dans le même ordre d'idées, les États-Unis ont annoncé des mesures de liquidité conjointes avec certaines des plus grandes banques centrales du monde. L'objectif est d'améliorer la fourniture de liquidités. Cette initiative fait suite à un accord négocié par les autorités suisses. Dans le cadre de cet accord, UBS Group achètera la banque suisse rivale Credit Suisse Group afin d'éviter sa faillite désordonnée. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Hier, le président russe Vladimir Poutine a chaleureusement accueilli le dirigeant chinois Xi Jinping au Kremlin. Cette visite a envoyé un message aux dirigeants occidentaux alliés de l'Ukraine. Leurs efforts pour isoler Moscou n'ont pas porté leurs fruits. Le voyage de Xi intervient quelques jours seulement après l'émission d'un mandat d'arrêt international à l'encontre du chef du Kremlin accusé de crimes de guerre. Le dirigeant chinois Xi Jinping est arrivé à Moscou pour s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine. Il s'agit de leur première rencontre en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou l'année dernière. Lundi après-midi, avant un dîner, lors de leur rencontre au Kremlin, les deux hommes se sont salués s'appelant mutuellement « cher ami ». Poutine a félicité Xi pour avoir obtenu un troisième mandat ce mois-ci, une première. Il a déclaré à Xi qu'il considérait avec respect les propositions de la Chine en vue d'une résolution du conflit ukrainien. Xi est le premier dirigeant à rencontrer le président russe depuis que la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt à son encontre vendredi. Cette visite est suivie de près par les pays occidentaux, qui s'attendent à ce que la Chine modifie sa position à l'égard de l'invasion russe. Le fait qu'il se rende à Moscou en ce moment est un signal très important de son soutien continu à Poutine. Et bien sûr, cela vise à montrer aux États-Unis en particulier que ces deux pays sont alignés, qu'ils ont un partenariat profond et qu'ils s'opposent aux États-Unis.
Xi devrait présenter la Chine comme un artisan de la paix dans le monde. Mais les États-Unis et leurs alliés occidentaux sont profondément sceptiques quant aux motivations de Pékin, notant que le régime a refusé de condamner la Russie et lui a fourni une bouée de sauvetage économique. Si nous devons arriver à un point dans cette guerre où il y a une sorte de percée significative et un passage du champ de bataille à la table des négociations, cela ne viendra pas de la Chine. Il faudra une initiative directe impliquant les acteurs clés, à savoir les États-Unis et leurs alliés, l'Ukraine et la Russie. Downing Street a déclaré que Xi devrait profiter de sa visite en Russie pour exhorter Poutine à mettre fin aux bombardements et autres atrocités en Ukraine. Et un ancien président taïwanais se rendra en Chine la semaine prochaine. C'est la première fois qu'un dirigeant taïwanais, actuel ou ancien, se rend chez son voisin communiste depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Ma Ying-jeou prévoit de se rendre en Chine pendant 12 jours à partir du 27 mars. Il a été président avant l'actuelle dirigeante Tsai Ing-wen. En tant que membre éminent du parti d'opposition, Ma reste influent. Aucun fonctionnaire taïwanais ne devrait faire partie de la délégation. Ma se rendra dans 5 villes, mais pas à Pékin. Un porte-parole de Ma a qualifié cette visite de tentative d'apaisement des tensions entre l'île autonome et le continent. Son bureau n'a pas précisé s'il rencontrerait des fonctionnaires chinois ou le dirigeant du régime, Xi Jinping. Toutefois, des personnes, au fait de la question, ont déclaré aux médias locaux que les dirigeants des villes et des provinces qu'il visitera le rencontreront. Et le Japon est prêt à déverser les eaux traitées de sa centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique. Un média chinois s'est empressé de dénoncer ce projet, mais cette tentative s'est rapidement arrêtée après que l'on a découvert que les centrales nucléaires chinoises rejettent de l'eau encore plus polluée. La Chine s'attaque au rejet de déchets nucléaires liés à la centrale japonaise de Fukushima. Il y a 12 ans, un tremblement de terre et un tsunami massif ont déclenché une catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima Daiichi. L'eau utilisée pour refroidir le réacteur endommagé s'accumule en grande quantité. Son exploitant, TEPCO, a prévu de rejeter plus d'1 million de tonnes d'eau usée filtrée dans la mer à partir de cette année. Au début du mois, un journal chinois a dénoncé cette initiative qu'il a qualifiée d'irresponsable. Citant un entretien écrit avec l'ambassade du Japon en Chine, le rapport indique que l'ambassade n'a pas réussi à clarifier l'impact des eaux usées sur les communautés de pêcheurs des pays voisins. Mais Tokyo affirme que l'article déforme la vérité. L'ambassade du Japon a publié l'intégralité de l'entretien sur son compte Twitter. Elle a précisé que l'eau rejetée serait sans danger pour l'homme et l'environnement. Les autorités ont mis l'accent sur une méthode de traitement connue sous le nom d'Advanced Liquid Processing System. Ce système dilue le niveau de tritium, une substance nucléaire radioactive à faible risque, dans les eaux usées. Après traitement, sa concentration atteint un 40e du niveau autorisé pour l'eau potable au Japon, soit moins de 22 mégabecquerels par an. À titre d'illustration, l'ambassade a indiqué que cette quantité est bien inférieure aux émissions de tritium de la Chine en 2020. Sur les 4 centrales nucléaires situées le long de la côte orientale de la Chine, l'une d'entre elles a rejeté plus de 4 fois plus de tritium que Fukushima cette année-là. La centrale ayant les émissions les plus élevées a rejeté 7 fois plus de tritium. Sonner les cloches devient un passe-temps de plus en plus populaire à Hobart, en Australie. Il a été long et difficile de trouver de nouveaux membres, mais aujourd'hui, il y a une liste d'attente. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus. Les cloches de la cathédrale Saint-David de Hobart se font entendre clairement. Retentissantes et harmonieuses, elles sont là pour rester. Tout cela grâce à l'essor récent de l'art du tintement de cloches. À la cathédrale, les séances d'entraînement accueillent beaucoup de nouveaux visages. Je ne savais pas que les sonneurs de cloches existaient et je ne pense pas avoir jamais vraiment réfléchi à la façon dont le son était produit. Mais nous vivions de l'autre côté de la rivière depuis cette tour et le son pouvait voyager quand j'étais plus jeune. Alors j'ai en quelque sorte grandi avec les cloches en arrière-fond. Howard a eu de la chance. Cette année, il a été l'un des rares à pouvoir commencer à apprendre la technique. Les autres sont sur une liste d'attente. Il y a un an environ, nous étions dans une situation désespérée. Si l'un d'entre nous était absent, nous devions annuler. C'est juste quelque chose qui attire l'attention des gens d'une manière ou d'une autre. Et oui, c'est un mélange de personnes. On ne peut pas vraiment prédire qui va vouloir le faire et qui ne le fera pas. Nichols ne s'explique pas vraiment le regain d'intérêt pour son art bien aimé. J'aime la sensation de contrôler une cloche, j'aime le son des cloches, et puis il y a quelque chose dans le rythme, quand un groupe de très bons sonneurs se réunissent, le son est vraiment spécial. Il faut des années pour être capable de faire sonner les cloches correctement.
Quand on y parvient, c'est un moment spécial. Un regain d'intérêt conduit à une nouvelle génération de sonneurs de cloches et un nouvel espoir de préserver ce hobby pour ceux qui suivront. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et selon un nouveau rapport, les Finlandais sont toujours les plus heureux du monde. Le rapport mondial sur le bonheur, publié lundi, identifie 6 facteurs clés du bonheur: le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption. C'est la 6e année consécutive que la Finlande arrive en tête du classement. Elle est suivie par le Danemark, l'Islande, Israël, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège. Le rapport indique que la qualité de vie est restée stable dans la plupart des régions du monde malgré plusieurs crises qui se chevauchent. Au cours des années pandémiques 2020 et 2022, la satisfaction à l'égard de la vie était en moyenne aussi élevée qu'au cours des 2 années précédentes. Toutefois, le Royaume-Uni est passé de la 17e à la 19e place. La Lituanie est le seul nouveau pays parmi les 20 premiers. L'Afghanistan déchiré par la guerre et le Liban en proie à la crise restent les 2 pays les moins heureux de l'enquête. Et à propos d'absence de corruption, vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur la plateforme Ganjing World, une plateforme 100% propre et dépourvue de tout contenu à caractère violent ou pornographique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.